4h28 du matin, le couloir de Severki s'est illuminé d'un éclat soudain, une détonation s'élevant à près de 40 mètres dans l'air froid alors que des fragments de métal se dispersaient sur une portion de route de 300 mètres. Ce qui ressemblait à un impact unique n'était que le signal d'ouverture. Au-dessus des flammes, les flux de reconnaissance ont capturé des signatures thermiques qui se multipliaient. Chaque pic révélant davantage de cargaisons cachées, de châssis d'artillerie, de supports de commandement et de transporteurs de carburant tissés dans une formation destinée à disparaître avant le lever du jour. Mais la frappe ne les a pas dispersés, elle les a exposés. Et la chaîne d'événements déclenchée dans ces premières secondes allait remodeler toute la matinée à travers la frontière. Avant de continuer plus loin, si vous aviez vu cette première explosion déchirer la vallée, qu'auriez-vous pensé qu'il allait arriver ensuite ? 4h28 du matin et la lisière des arbres de Briansk a explosé dans un éclat de lumière qui n'appartenait pas à l'aube. Un éclaireur ukrainien OD4, ne pesant pas plus de 5 livres, décrivait un arc silencieux au-dessus de la canopée lorsque le premier missile s'est élevé pour le rencontrer. Un lanceur Pantsir, caché sous un filet de camouflage, a tiré un intercepteur de 57 kg, traversant l'air froid à près de 3000 pieds par seconde. L'impact a été brutal. Le ciel s'est fissuré, une sphère blanche s'étendant comme une étoile brisée. Pour les Russes en contrebas, cela semblait décisif, propre, sans faille, final. Mais l'explosion n'était que le début. 200 millisecondes avant de se désintégrer, le OD4 avait déjà transmis un maillage géographique complet de la route forestière. Espacement des camions, signature thermique des essieux, profondeur de la formation d'escorte et même la cadence des rafales radio du convoi rebondissant à travers la vallée. Le missile a effacé le drone, mais pas sa mission. 3 minutes plus tôt, loin au-dessus de la Terre, le premier avertissement avait fait surface. Un satellite commercial américain passant au-dessus du port de Zarubino a enregistré une anomalie. Un amas thermique rectangulaire mesurant 37 mètres sur 4, trop uniforme pour être une cargaison civile. Lors du passage suivant, l'amas s'est multiplié. 28 conteneurs scellés sous des cadres en treillis renforcés. Les codes sur leur flanc correspondaient à une évaluation d'armes chinoises restreinte de l'année précédente. Lorsque le satellite a terminé sa rotation suivante, 89 secondes plus tard, l'imagerie affluait déjà vers Kiev, au sein du commandement conjoint du renseignement de l'Ukraine. Shadow Vector s'est mis en ligne. Il ne lisait pas les photos comme le faisaient les humains. Il a calculé les seuils de vélocité, les courbes de charge moteur, les arcs de ravitaillement probables sur 11 000 milles carrés de territoire russe et en quelques secondes, il a tracé un couloir en direction de l'ouest menant directement à Briansk. 3h40 et 1 du matin. L'Ukraine a lancé le OD4 pour confirmer ce que l'algorithme avait prédit. Il n'est jamais revenu, mais sa dernière transmission a tout changé. 4h52 du matin. 24 minutes après que l'éclaireur OD4 a été effacé, la forêt aurait dû retourner au silence, mais les données qu'il a laissées derrière lui refusaient de s'estomper. À l'intérieur de Kiev, Shadow Vector a commencé à assembler les dernières images du drone en une trajectoire prédictive s'étendant sur 61 milles à travers l'intérieur de Briansk. Et ce que le système a construit ensuite a choqué même les analystes qui le regardaient. Shadow Vector a détecté des intervalles de ravitaillement espacés précisément tous les 43 km. Des modèles de freinage de convoi durant moins de 5 secondes et des bavardages d'escorte se répétant à des intervalles trop régimentés pour être accidentels. Ce n'était pas du hasard, c'était une chorégraphie. Le genre exécuté uniquement lorsque la cargaison est critique. 3h59 du matin, un drone de surveillance Whisper 10A9 à cadre en carbone léger avec une envergure à peine plus large qu'une table à manger est monté à travers le brouillard bas. À 11 400 pieds, il s'est verrouillé sur une faible trace thermique glissant à travers les arbres. Le convoi, 14 véhicules maintenant et non 12. 2 camions supplémentaires s'étaient intégrés, plus grands, plus lourds, irradiant des signatures thermiques cohérentes avec des systèmes de contrôle de tir à longue portée. L'Ukraine avait besoin d'une confirmation, alors ils ont envoyé un test. 6 micro-FPV ont frôlé la lisière des arbres, chacun de la taille d'une canette de soda. Leur but n'était pas la destruction, c'était la mesure. À quelle vitesse les contre-mesures russes réagiraient-elles? À quel point les escortes protégeaient-elles la formation de près? L'Ukraine pouvait-elle faire passer quelque chose de plus gros plus tard? Les réponses sont venues vite. 2 FPV ont été neutralisés instantanément par un brouilleur LPD 902. 3 autres ont perdu la navigation alors qu'un Orlan 30 balayait la grille avec des interférences à large bande. Un seul a établi le contact.
touchant un camion de soutien et déclenchant une brève et inoffensive éruption. À vous qui regardez, qu'auriez-vous fait ici? Pousser plus fort ou vous retirer et attendre le moment parfait? L'Ukraine a choisi la seconde option parce que Shadow Vector calculait encore, reconstruisait encore, prédisait encore la jonction exacte où le convoi n'aurait aucune place pour se disperser. Et ce moment devient le cœur du chapitre 3. 5h20 et 1 du matin, la vallée de Severki s'est brisée dans un choc de lumière qui a traversé la brume d'avant l'aube. La première explosion s'est étendue vers le haut dans une large impulsion roulante, son chatoiement capturé par un drone de reconnaissance en orbite à 13 800 pieds. L'onde de pression a voyagé à travers le bassin étroit à des centaines de mètres par seconde, secouant la poussière des parois de la falaise avant de s'estomper dans l'obscurité. L'assaut était en cours à peine 90 secondes plus tôt. 32 FPV ukrainiens avaient commencé leur descente depuis des altitudes étagées, certains tombant de 600 pieds, d'autres plongeant de plus de 2300 pieds. Leur trajectoire formait le motif erratique connu sous le nom de Ghost Spiral, une conception qui fragmentait le suivi radar en un bruit inoffensif. Les opérateurs de Tor M2 ne voyaient que des points fugaces, chacun apparaissant pendant moins de 2 secondes avant de disparaître à nouveau. Le convoi est resté inconscient. 7 plateformes d'artillerie à longue portée, de nouvelles unités de fabrication chinoise pesant plus de 27 tonnes, avançaient en formation compressée le long du fond de la vallée. La colonne de 14 véhicules émettait une bande thermique continue s'étendant sur plus de 200 mètres, visible même à travers une couverture arborée dense. 8 véhicules de munitions suivaient, chacun transportant près de 2 tonnes de propulseurs. 4 camions de coordination fermaient la marche, transmettant des signaux de battement de cœur sur un canal restreint de 5 kHz. Les FPV ont frappé à l'unisson, voyageant à 110 à 9000 par heure. Chaque drone a dirigé sa charge vers un point faible ciblé. Liaison de carburant, circuit hydraulique, grappe de capteurs, module d'alimentation. Une chaîne d'explosions secondaires a suivi alors que les systèmes internes échouaient, projetant des arcs de débris sur 30 à 50 mètres de terrain. 2 camions de coordination ont perdu toute puissance instantanément. 3 transporteurs de munitions ont érupté en éclairs brillants, projetant de longues ombres sur les murs de la crête. Vient ensuite l'origine silencieuse de la frappe, 5h10 à 7 du matin. À l'intérieur d'un BTR 70 dissimulé surplombant la vallée, l'opérateur ukrainien surveillait la télémétrie tombant en cascade sur ses écrans. Shadow Vector avait calculé un intervalle de confinement de 5 minutes et 10 à 9 secondes, la durée pendant laquelle le convoi serait piégé à l'intérieur du couloir large de 180 mètres sans aucune voie d'évacuation latérale. Toutes les variables s'alignaient. Maintenant, moins de 4 minutes après le lancement, le fond de la vallée était une ligne ininterrompue de véhicules désactivés, des châssis pliés sous la contrainte, des supports de communication effondrés. Estimation vecteur, enregistrement primaire envoyé. 5h34 du matin et la vallée de Severki était devenue étrangement calme. Les échos des détonations s'étaient estompés, ne laissant que le doux sifflement du métal refroidissant et le grésillement intermittent des circuits endommagés. La fumée s'élevait en fine nappe verticale, dérivant vers le haut jusqu'à ce que le vent changeant la porte vers la crête orientale. D'en haut, la vallée ressemblait à un couloir fracturé. 17 véhicules immobilisés sur une étendue de près de 300 mètres. Mais la destruction au sol n'était que la première couche de l'impact de l'opération. Au relais de commandement de Briansk, à 26 000 au nord, le choc initial est arrivé sous forme d'une interruption soudaine de données. 3 nœuds de communication liés au convoi se sont déconnectés simultanément. Les diagnostics automatisés ont tenté une reconnexion à des intervalles de 2 secondes, puis ont élargi le cycle à 5 secondes lorsque l'erreur a persisté. Au moment où le système a signalé une déconnexion complète, près de 49 secondes s'étaient écoulées, assez pour que Shadow Vector intercepte les diffusions auxiliaires et cartographie la confusion qui s'accumulait dans la région. À l'intérieur du centre de relais, les opérateurs regardaient les superpositions de cartes clignotées du vert au gris. Les chemins de signaux divergeaient puis s'effondraient entièrement. Les canaux de secours ne survivaient que par fragments. Coordonnées partielles, impulsions statiques, télémétrie déformée. La structure de commandement de tout le secteur s'était affaiblie en moins d'1 minute. En même temps, des moniteurs sismiques positionnés le long du périmètre forestier enregistraient des modèles de vibrations provenant des détonations, des pics atteignant 0,8 sur l'échelle locale. Bref, mais assez forts pour être mal interprétés comme des frappes à longue portée par des analystes peu familiers avec l'acoustique de la vallée.
De fausses alertes se sont propagées vers l'extérieur, déclenchant des postures défensives depuis des avant-postes jusqu'à 12 000 de distance. Pendant ce temps, les équipes de reconnaissance se déplaçant vers la vallée signalaient des signatures thermiques persistant plus longtemps que prévu. Les calculs estimaient que la chaleur résiduelle des moteurs resterait détectable pendant plus de 10 à 7 minutes, retardant les efforts de recherche et obligeant les patrouilles à encercler la zone 2 fois avant d'approcher. Pour l'Ukraine, la frappe de la vallée n'était pas simplement tactique. Elle a perturbé le tempo, elle a fracturé la communication. Elle a forcé l'ennemi à réorienter toute sa réponse matinale et Shadow Vector prédisait déjà où la prochaine brèche s'ouvrirait. 6h04 du matin et le réseau régional de Bryansk luttait encore pour retrouver une cohérence. Ce qui avait commencé comme une perturbation localisée dans une vallée forestière se répercutait maintenant à travers une grille de commandement qui soutenait plus de 120 nœuds militaires. Chaque système tentait de compenser, de rediriger, de recalculer, de déplacer la charge. Mais le modèle de dommage ne correspondait à rien dans leur protocole. Ce n'était pas du brouillage, c'était pas une intrusion cybernétique, c'était une absence, un vide soudain au milieu de leur carte logistique. À 6h08 du matin, les analystes du commandement ont finalement assemblé les premiers fragments de vérité. La télémétrie du convoi n'avait pas simplement disparu. Elle s'était effondrée sur plusieurs canaux à la seconde exacte. Un événement statistiquement improbable, moins de 0,009% dans des conditions normales de champ de bataille. Cette probabilité seule a forcé l'état-major supérieur à réévaluer la situation avec une lentille plus nette et plus urgente. Shadow Vector suivait chaque réponse. Des patrouilles repositionnées ont commencé à se déployer vers l'extérieur depuis 3 zones de rassemblement, Kovalevka, Yampol et Starodub, chacune se déployant avec des renseignements incomplets. Les journaux de mouvement montraient des convois réduisant leur espacement à moins de 20 mètres, une posture défensive qui ralentissait la vitesse d'approvisionnement de près de 60%. La consommation de carburant a augmenté en conséquence, élargissant les intervalles de ravitaillement de 2 heures à près de 3h30. Les stations de surveillance radio le long de la frontière ont enregistré un pic de trafic crypté, 47 transmissions dans un laps de temps où l'activité typique était en moyenne de 7. Les modèles suggéraient une inquiétude interne accrue, en particulier concernant l'équipement récemment transféré par des partenaires étrangers. Les officiers se demandaient si leurs atouts les plus récents avaient été compromis avant même d'atteindre la portée opérationnelle. À Kiev, rien de tout cela n'est passé inaperçu. Shadow Vector a tracé les changements en temps réel, des cercles se resserrant autour des points de repli prédits, des voies de transport s'amincissant à la moitié de leur densité habituelle, des unités d'escorte se dispersant sur un territoire plus large pour tenter de protéger les flux restants de matériel. Le modèle l'affichait clairement. Le rythme d'approvisionnement de la Russie s'était fracturé, le tempo qui alimentait autrefois le front était maintenant irrégulier, étiré, vulnérable. Et alors que le système s'illuminait avec la prochaine série de projections, le plan de ce qui allait se passer au chapitre 6 commençait à se former. Une autre ligne de faille émergeant juste au-delà de la brume matinale. 6h39 du matin, les répliques de la frappe de la vallée n'étaient plus confinées à Bryansk. Elles avaient commencé à rayonner vers l'extérieur à travers un segment entier du front. Les rapports filtraient vers les quartiers généraux régionaux avec un décalage moyen de 8 minutes, le triple du délai normal. Des douzaines d'unités attendaient des instructions qui n'arrivaient jamais. Leurs ordres piégés dans des transmissions fragmentées rebondissant entre des relais d'antennes surchargés. Shadow Vector a cartographié la détérioration avec une précision clinique. Sur l'axe de Kupiansk, à près de 80 000 de la zone de frappe, la production d'artillerie russe a chuté de 39% au cours de la première heure. Les batteries qui tiraient généralement en grappes coordonnées de 12 obus luttaient maintenant pour livrer la moitié de ce nombre. Les journaux logistiques ont révélé la cause. Sans le paquet de renforts détruit, les batteries restantes ont été forcées de conserver les munitions, étirant leur cycle d'approvisionnement de 7 heures à près de 12. Les vols de reconnaissance ont détecté un autre changement. Des groupes blindés se repositionnant près de Liman ont ralenti à une moyenne de 11 000 par heure, bien en dessous de leur taux habituel. Des convois de carburant qui auraient dû arriver avant le lever du soleil étaient bloqués le long de routes secondaires, forcés à des détours qui ajoutaient 6 à 20 et 1 km supplémentaires par mouvement. Chaque changement en aggravait un autre, créant une cascade de retard qui s'élargissait sur la carte opérationnelle comme des fissures dans un sol gelé. Même le spectre électronique reflétait la tension. Les stations d'interception ont documenté une augmentation des tentatives cryptées pour reconnecter les liens coupés, 112 tentatives dans une fenêtre où la base oscillait près de 15
Les analystes ont signalé une hausse inhabituelle des requêtes de commandement concernant la fiabilité du système et les plateformes d'origine étrangère. Une terminologie prudente masquant une incertitude plus profonde sur les atouts récemment transférés de l'étranger. À travers tout cela, Shadow Vector a continué son analyse silencieuse. Le système projetait que dans les 45 à 50 minutes, les perturbations forceraient 3 secteurs russes à passer d'une posture offensive à un mode de stabilisation, réduisant leur capacité à manœuvrer le long d'un front s'étendant sur près de 32 000. La frappe de la vallée n'avait pas simplement neutralisé un convoi. Elle avait courbé le rythme d'un champ de bataille entier, altérant le timing, perturbant le tempo et exposant des vulnérabilités structurelles qui n'étaient jamais censées être vues. Et à Kiev, les planificateurs comprenaient déjà ce que le nouveau tempo signifiait pour les heures à venir. Au lever du soleil, la vallée était silencieuse, mais les conséquences continuaient de se propager. Des convois plus lents, des signaux fracturés et un secteur entier forcé de réinitialiser son rythme. L'Ukraine n'a pas gagné par le volume, elle a gagné par le timing. Et maintenant, je suis curieux, quel moment de cette opération vous a le plus marqué? Dites-le moi ci-dessous.